C'est depuis la commune d'Enzels que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Situé à quelques kilomètres de Darney et Bain-les-Bains, le village compte un peu plus de 400 habitants. Rencontre avec 3 d'entre eux. Bernard Delémonté nous fera découvrir le musée du verre, du fer et du bois. Jean-Michel Barbier reviendra sur l'histoire du club de basket local. Mais nous débutons avec vous, Jean-Luc Bischoff. Vous êtes le maire depuis 2014, mais impliqué depuis bien plus longtemps dans la vie de votre commune. Oui, je suis impliqué au sein de ma commune depuis 1989 en tant que conseiller. Et j'ai été élu maire en 2014. Alors comment vous décririez votre village aujourd'hui ? C'est un petit village sympathique au cœur des Vosges, ça je ne peux pas le nier, d'une tranquillité exemplaire, entouré de forêts. Il fait bon vivre dans notre commune. Donc aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Enzels ? Oui, tout à fait. Alors il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut ou presque. Il y a encore des petits commerces. Un petit commerce, une boulangerie, il y a aussi une école pour les plus petits. Tout à fait, nous avons les écoles. Après, ils partent au collège à Darney. Nous avons un commerce local, donc boulangerie exclusivement et petits achats de proximité. Et nous avons tout un réseau d'associations également qui font vivre cette commune. Et alors des projets, bien sûr, dans la commune, comme dans toutes les communes, un projet principal ici à Enzels. Bon, nous avons des projets, évidemment, ne serait-ce que l'isolation de notre parc de logements. Nous avons 12 logements communaux à gérer. Et nous avons également tout un réseau d'eau. Notre commune se situe sur une surface de 32 km², ce qui n'est pas rien. Et nous avons 13 hameaux à servir. Nos conduites d'eau représentent plus de 30 km. Ces conduites-là ont été installées en 1962. Ce qui fait qu'elles vieillissent sérieusement. D'autant plus que nous avons une eau très agressive, avec un pH dur, ce que l'on appelle, qui fait qu'elle use nos vannettes, les vannes, les conduites et tout. Donc là, il y a vraiment un gros travail à l'avenir pour réhabiliter ce réseau et pouvoir servir nos concitoyens. Et donc très concrètement, au niveau de la station, qu'est-ce qui va se passer ? Alors au niveau de la station, nous allons pouvoir alimenter un deuxième bassin, puisque nous avons 2 bassins de 100 mètres cubes. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui est effectivement en cours. Donc on a besoin du deuxième bassin. D'autant plus que chaque année, notre commune qui est de 408 habitants est pratiquement doublée par l'afflux général de les colonies, c'est-à-dire les Hollandais viennent passer des vacances chez nous. Ils apprécient beaucoup le cadre, la forêt et tout. Donc on double la consommation d'eau, la population, donc doubler la consommation d'eau par le fait. Eh bien Jean-Luc Bischoff, merci pour votre accueil ici à Enzels. Nous poursuivons notre découverte du village avec le musée du verre, du fer et du bois. Le musée du verre, du fer et du bois est installé depuis 1986 dans la maison du dernier maître verrier de Cléré, située au cœur de la forêt de la Vosges, découverte avec le conservateur bénévole Bernard Delémonté. Bernard Delémonté, merci de nous accueillir ici dans le musée d'Enzels. Alors un musée qui est fermé en cette période, vous êtes toujours fermé une période de l'année. Alors parlez-nous peut-être de l'histoire de ce musée très local. Oui, cette idée a germé dans 2 personnages. La mairie d'Enzels, j'appelle personnage, mais c'est plutôt la mairie d'Enzels et l'association Saône-Lorraine. Ce musée est né en 1986 et au fur et à mesure des arrivages, des années, les collections se sont agrandies. C'est un musée qui est très important pour l'histoire locale parce que c'est l'unique conservatoire finalement des activités anciennes de la forêt de la Vosges. Tout à fait, c'est le seul et unique. Et ça, on voudrait bien que ça soit un peu plus élargi et que les visiteurs en aient connaissance. Alors le tout est réparti dans plusieurs salles qui retracent non pas chaque matériau, mais plutôt une évolution chronologique. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence déjà avec le verre médiéval, plutôt de la Renaissance, et puis après, on va dans les verreries du XVIIe, XVIIIe, XIXe, même XXe, jusqu'à la fermeture de la verrerie de Cléré en 1952. Voilà. Vous avez récupéré tous les verres ou une grande partie en tout cas ? C'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré tout de suite. C'est quand l'idée du musée a été avancée que des personnes nous ont légué ou donné ou prêté des objets. Quels sont les objets principaux qu'on peut retrouver dans ce musée ? C'est-à-dire, au niveau de la verrerie, vous retrouverez du verre à vitrail, de la verrerie blanche, de la verrerie de couleur. Vous verrez aussi des objets qui ont été fabriqués au moment des poses, qu'on appelle le bousillage ou le bousillé. On peut retrouver également les œuvres de François-Théodore Legras. Une salle lui est entièrement dédiée. Une salle entière, oui, c'est la seule. Alors, qui était Monsieur Legras ? Alors, François-Théodore Legras était un jeune verrier, un jeune homme qui est né à proximité, à la Grande Catherine, un hameau de Clodon,
qui est venu travailler à la Verrerie de Clairet. Et puis, vers 1863, il est monté à Paris. Il a été, dans un premier temps, veilleur de nuit. Il a été secrétaire, comptable. Et puis après, il est devenu chef de fabrication. Et après, ça a été l'envolée, puisqu'il avait 1500 ouvriers sous ses ordres, dont 350 décorateurs et décoratrices. On a beaucoup parlé de la verrerie, mais il y a aussi du fer et du bois dans ce musée. Sur la rivière de l'Ourche, là, qui prend sa source un petit peu plus haut que Clairet, vous aviez beaucoup d'ateliers de métallurgie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de marteaux-pilons, de forges. Donc, qui explique qu'il y a aussi une partie consacrée au fer dans ce musée. Oui. Et le bois, alors, expliquez-nous. Le bois, naturellement, pour chauffer les fours des verriers, il fallait du bois. Il fallait également du bois pour faire du charbon pour les aciéries. Il y a aussi un petit côté artisanal avec les sabotiers. Et puis naturellement les bûcherons, parce qu'il fallait toujours des bûcherons. Donc il y a vraiment, on retrace vraiment à la fois tout l'historique, mais aussi les différents métiers qu'on a pu voir dans les activités anciennes finalement. Et combien d'objets alors? Au niveau de la verrerie de Clairet, je peux vous dire qu'on est à peu près à 1300 pièces exposées. Mais il y en a presque autant dans les réserves. Quant à la verrerie Le Gras, de mémoire, comme ça, c'est à peu près 300, dont 130 bouteilles fantaisie. Voilà. Ça fait déjà beaucoup d'objets à venir admirer au musée. Oui, et surtout beaucoup de travail quand il faut remettre le musée parce qu'il faut dépoussiérer tout ça. Croyez-moi, c'est surtout des bénévoles aussi. Eh bien, on viendra voir ça. Alors, merci Bernard Delemonté de nous avoir accueillis dans le musée. On part à la rencontre de notre dernier invité, parler du club de basket local. Créé en 1933, l'Espérance Saint-Stanislas organisait dès 1942 le premier challenge des gentilshommes verriers. Cette compétition est devenue célèbre dans les années 70 et s'est arrêtée depuis, mais le club existe toujours. Retour sur l'histoire du club local avec son président Jean-Michel Barbie. Jean-Michel, merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans le gymnase. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le gymnase est vide, mais vous avez pu reprendre l'entraînement depuis quelques jours, à début de cette année 2021. Un moment très attendu, j'imagine, pour le président, mais aussi pour les jeunes. Oui, bien sûr, les jeunes ont une année 2020 au niveau basket un petit peu compliquée, avec beaucoup d'arrêts. Le premier confinement, le deuxième confinement, donc là, ils étaient impatients de reprendre effectivement et de revenir, de retoucher le ballon. Alors, comment fonctionne le club aujourd'hui? Combien vous avez de licenciés? Combien vous avez d'équipes? On a un peu plus de 50 licenciés depuis quelques années. On a 5 équipes. Le club, bien évidemment, repose uniquement sur des bénévoles que je remercie encore aujourd'hui et qui font tourner à la fois les entraînements et puis le coaching le week-end et puis bien sûr les événements qu'on organise en cours d'année pour avoir un petit peu de menu monnaie pour faire tourner le club. Alors je le disais en préambule, c'est un club qui a été créé en 1933, qui existe toujours aujourd'hui dans un village où il y a 400 habitants. C'est plutôt une prouesse. Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est original. C'est le seul club dans un village de cette taille dans les Vosges et je pense même dans le Grand Est. C'est historique, comme vous l'avez dit, et c'est, je pense, aussi important de faire vivre ce club dans une zone en revitalisation rurale. C'est important pour le village, pour l'histoire du village. Au-delà de l'aspect sportif, j'imagine que c'est un club très familial. Ici, on prône plutôt la convivialité. Oui, bien sûr. De par la taille du club, de par son environnement, on n'a pas d'ambition sportive démesurée. L'idée, c'est d'abord que les jeunes puissent apprendre à jouer au basket, se fassent plaisir, viennent avec leurs copains, leurs copines. Quand certains ont un niveau sportif qu'ils le méritent ou qu'ils ont fait les efforts nécessaires, ils peuvent aller dans des clubs après qui leur permettent de jouer à plus haut niveau. Parce que vous accueillez à la fois des jeunes mais aussi des adultes dans le club. Oui, on a une équipe qu'on appelle senior, c'est-à-dire les adultes tout simplement, qui sont souvent des jeunes qui ont débuté le basket à 5-6 ans ici et puis qui ont pu continuer, qui ont pu partir et puis revenir après leurs études. Alors il y a eu également le challenge des gentilshommes. Alors expliquez-nous pourquoi, de quoi il s'agit et pourquoi il n'existe plus aujourd'hui. Ah oui, alors de quoi il s'agissait? Malheureusement, effectivement, c'était un challenge qui avait été, comme vous l'avez rappelé, créé dans les années 40, qui a pris beaucoup d'importance dans les années 60, 70, 80, puisqu'il y a des clubs de renommée nationale et internationale qui sont venus jouer le lundi de Pâques à Enzell sur ce terrain qui à l'époque, je dis terrain parce qu'à l'époque il n'y avait pas de gymnase, c'était le point central je crois du basket dans le Grand Est. Tous les amoureux du basket venaient parce qu'il y avait des joueurs
qui pouvaient venir jouer ce lundi-là pour chercher un club pour l'année suivante, notamment des Américains qui étaient en Europe. Et donc, il y avait un niveau sportif vraiment intéressant. Bien sûr, le point d'orgue a été la venue de l'équipe olympique chinoise en 1984, qui était en préparation pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Donc là, c'était un petit peu le point d'orgue, parce que c'est quand même un petit peu incongru d'imaginer l'équipe olympique de Chine dans un village de 450 habitants à l'époque peut-être. Malheureusement, dans les années 90, les exigences des joueurs de ce niveau qui venaient jouer en termes de restauration, de logement, c'était plus possible. L'équilibre économique du tournoi était plus difficile à trouver. Donc, une édition en 2021 ou 2022, est-ce que c'est envisageable? En 2019, on a recréé un petit événement, mais là pour les joueurs loisirs. Et on a fait venir, on avait invité quelques équipes environnantes. C'était une très belle journée, ça a permis à certains anciens aussi de revenir et de se dire waouh, il y a de nouveau un tournoi le lundi de Pâques à Enzell, et c'était vraiment très sympathique, bonne ambiance. Malheureusement, en 2020, c'était pas possible. On espère, si tout va bien, en 2021, refaire cet événement, mais qui n'a plus du tout la même ambition que dans les années 80 ou 90. On reste sur une journée de convivialité, ce sera le mot d'ordre en tout cas au voilà, club de du basket club, c'est effectivement ça, tout à fait. Merci Jean-Michel Barbier pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.